Pour être régulièrement informé de la publication de nouvelles vidéos, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Postervision. La maladie cœliaque, vous la connaissez bien, c'est une entéropathie qui est immunologiquement médiée, causée par une sensibilité permanente au gluten chez des individus qui sont génétiquement prédisposés. Autrement dit, c'est une hypersensibilité digestive avec une réponse immunitaire qui est inappropriée aux prolamines apparentées, comme le blé, le seigle et l'orge, survenant chez des sujets de tout âge et génétiquement prédisposés. Ça, c'est la définition de la maladie cœliaque. Quelle est la prévalence de cette pathologie ? La plus haute prévalence est représentée au niveau du Maghreb. Elle est de l'ordre de 5,8%. Donc, nous avons vu là, la répartition qui varie. Elle est beaucoup plus importante au niveau de l'Europe du Nord. L'incidence de la pathologie dans la maladie cœliaque, qu'est-ce qu'on appelle les formes symptomatiques? C'est les formes qu'on a représentées sous forme d'un iceberg. C'est les formes symptomatiques, c'est la forme visible de la pathologie qui sont détectées. Par contre, il y a ce qu'on appelle les formes émergentes, c'est les formes qui sont sous-diagnostiquées, c'est les formes latentes ou des formes frustes, qui ont été diagnostiquées dans certains pays en un diagnostic, en un dépistage de masse. Elle est de 1 pour 400 en Suède, elle est en 1 pour 700 au Maroc, et l'incidence dans la population générale, elle est de l'ordre de 0,1 à 1%. On a parlé de prédisposition génétique. Il faut savoir que les gènes de susceptibilité de maladie cœliaque sont représentés par le HLA-DQ2 et le HLA-DQ8, qui est présent dans 30% dans la population générale et représenté essentiellement par le HLA-DQ2. Le HLA-DQ, il a une faible valeur prédictive positive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si on a le gène, on n'a pas la maladie. Mais l'inverse est vrai. Si on a le HLA positif, le HLA négatif, que ce soit le HLA-DQ2 ou le HLA-DQ8, la probabilité pour qu'il y ait une maladie cœliaque est très très faible. Donc le HLA-DQ2, l'absence du HLA-DQ2 et du HLA-DQ8 élimine le diagnostic de la maladie cœliaque. Donc il a une très bonne valeur prédictive négative. Pour le typage HLA, il y a les risques apparentés dans la population générale. Il est représenté chez les jumeaux homozygotes à 75%. Dans la fratrie à HLA identique, il a un pourcentage de 30%. Et chez les apparentés de premier degré, il est représenté en 3 à 10%. Le diagnostic positif repose bien sûr sur les arguments cliniques, nous les avons vus, c'est les formes symptomatiques et les formes symptomatiques et les formes dans les populations à risque par des tests sérologiques et l'étude histologique. Les tests sérologiques, il faut savoir qu'ils ont transformé le diagnostic de la maladie cœliaque parce qu'on a fait de dépistage des populations de masse, des populations à risque et on a pu diagnostiquer les formes possibacillaires, les symptômes qui n'ont pas fait leur preuve, donc on les a diagnostiqués comme étant maladie cœliaque. Là, moi, j'avais suivi une malade qui avait fait une acide pendant une année où le diagnostic de l'acide n'a pas été prouvé. On fait les anticorps antitransglutaminase qui sont très très positifs, supérieurs à 10 fois la normale. La biopsie duodénale qui avait une atrophie totale. Donc là, la fillette, elle avait 12 ans, elle est venue avec une acide de moyenne abondance. Donc on dirait qu'elle était enceinte, une grossesse de 4-5 mois. Et là, avec le traitement, elle a un ventre plat. Donc, pour vous dire, les symptômes sont variés. Il faut penser devant tout symptôme qui n'a pas fait sa preuve, dans une pathologie quelconque, penser à la maladie cœliaque. Donc, les tests sérologiques permettent d'identifier les patients pour lesquels la biopsie intestinale est indiquée, de dépister les patients à risque de maladie et d'évaluer l'adhésion au traitement. L'adhésion au traitement, bien sûr, vous le savez, on commence un traitement, surveille par les sérologies, et dès que la sérologie se négative, donc on est sûr que le traitement, on est dans l'observance et du traitement. La bonne observance du traitement. Maintenant, parmi ces sérologies, vous avez tous fait les anticorps antigliadine, tout le monde connaît. Il y a les sérologies, on fait les anticorps antitransglutaminase, les anticorps anti-endomysium, et on fait les anticorps antigliadine déaminés. Maintenant, quel est le choix dans la prise en charge et dans la prescription et comment explorer ces malades? Il faut savoir que les anticorps antigliadine, ils ont une très mauvaise sensibilité spécificité, qu'il faudra plus
les faire. On fait essentiellement les IGA dans le dosage. Donc, ce qui a été recommandé par la Société européenne de gastroentérologie et pathologie et nutrition de pédiatrie, selon les recommandations de 2012, comme quoi les anticorps anti-IgE, donc les anticorps antigliadine IgG, en raison de leur modeste sensibilité et spécificité, l'analyse des anticorps n'est plus recommandée. Là, juste pour vous préciser qu'il ne faut plus les faire. Donc, en première intention, quel est le bilan à faire? On fait essentiellement, en première intention, le dosage des IgA sériques totales. Si les IgA sériques totales est normal, on dose les anticorps antitransglutaminase IgA. En première intention, mettons la différence entre antitransglutaminase et anti-endomysium, c'est par rapport au coût. Les deux ils ont une très bonne fiabilité, ils ont une bonne sensibilité et spécificité qui est de 98 à 100%. L'association des deux, il a une spécificité de 100%. Donc, mais en premier, vu le coût, donc on dose en premier les anticorps antitransglutaminase de type IgA avec les IgA sériques totaux. Si les IgA sériques sont diminués, on sait qu'il y a l'association déficit immunitaire IgA avec maladie cœliaque. S'il est inférieur à 0,2 ou l'âge de l'enfant est inférieur à 2 ans, on dose les anticorps anti-IgG. Donc anticorps antitransglutaminase type IgG ou les anticorps gliadine déaminés de type IgG chez l'enfant inférieur à 2 ans. Le déficit en IgA et la maladie cœliaque, donc il représente, en cas de déficit en IgA, donc le risque de développer une maladie cœliaque est augmenté par 10 à 20. Il faut savoir que 3% des enfants de la maladie cœliaque présentent un déficit en IgA. Pour les données histologiques, qu'est-ce qui a été recommandé par la société ESGAN en 2012? Que la biopsie intestinale doit être réalisée avant toute mise au régime sans gluten. Il ne faut pas commencer le régime et faire par la suite la biopsie, donc elle sera faussée. Qu'il faut faire les prélèvements au niveau de D2, il faut faire 4 prélèvements. Pour confirmer le diagnostic de maladie cœliaque sur la classification de Marsh, vous avez une atrophie villositaire totale ou subtotale, associée à une hyperplasie décrite, et vous avez une augmentation, surtout, qui a une bonne valeur prédictive positive, c'est qui renforce le diagnostic de la maladie cœliaque, c'est l'augmentation des lymphocytes intraépithéliaux qui est supérieure à 40%. Selon les recommandations de l'ESGAN, la biopsie duodénale serait facultative et qu'il est possible de retenir le diagnostic positif de la maladie devant l'association des critères suivants. Donc pour eux, ils disent on peut ne pas faire la biopsie duodénale si on a des signes cliniques typiques, si on a le taux des anticorps antitransglutaminase qui est supérieur à 10 fois la normale, si on a des anticorps anti-endomysium positifs et avec le HLA DQ2, DQ8 qui sont positifs. Donc on peut s'abstenir, ne pas faire de biopsie duodénale. La biopsie duodénale aussi reste facultative en cas de marqueurs sérologiques négatifs, alors que le tableau est évocateur. Donc on a les sérologies négatives en cas de discordance entre les différents anticorps, anti-endomysium et antitransglutaminase. Dans ce cas, il vous demande de faire le HLA-DQ2, de faire le HLA-DQ8, et puis si le HLA-DQ2 et DQ8 est positif, à ce moment-là, on doit réaliser une biopsie duodénale. Ça, selon les recommandations de l'ESGAN 2012. Il y a une étude qui a évalué, une étude américaine au niveau nord-américain, qui a évalué l'applicabilité des guidelines de l'ESGAN 2000, de l'ESGAN. Donc cette étude qui a été faite en 2015, qui a permis, donc elle a retrouvé que 263 enfants symptomatiques qui avaient des anticorps, comme le recommande la société supérieure à 10 fois la normale, ils avaient des anticorps anti-endomysium positifs, ils avaient une fibroscopie qui a confirmé la biopsie, la maladie cœliaque. 4 patients avaient des anticorps positifs, ils avaient des anticorps anti-endomysium qui sont aussi positifs, ils avaient un HLA-DQ8 positif, mais malheureusement, la biopsie duodénale est revenue
absence d'atrophie villositaire, donc ce qui a permis d'éliminer le diagnostic de maladie cœliaque. Donc on retient en conclusion, après cette étude, que l'histologie intestinale reste par contre un élément diagnostique incontournable. Donc ils ont dit, on est obligé de faire la biopsie, l'histologie pour confirmer le diagnostic de la maladie cœliaque après cette étude. Il y a une étude aussi pour évaluer l'applicabilité des guidelines de l'ESGAN de 2011, de 2012, qui a été pratiquée dans les pays méditerranéens en 2017. Donc les kits qui ont été par rapport à la sérologie, donc on a fait les transglutaminases, est-ce qu'ils ont été dosés oui ou non, les anticorps anti-endomésium et le HLA, le typage HLA. Là, nous avons vu par rapport au typage HLA, le typage HLA n'a pas été pratiqué dans 5 pays, l'Albanie, l'Algérie, l'Égypte et le Maroc et la Tunisie, donc c'est au Maghreb. Et aussi, nous avons l'anticorps anti-endomésium qui n'a pas pu être fait en Égypte. En conclusion, après cette étude, les résultats, que le diagnostic de la maladie cœliaque repose encore sur la biopsie intestinale dans la région méditerranéenne, donc on ne peut pas faire le typage HLA, que les nouveaux critères d'ESGAN ne sont pas applicables dans 5 pays en raison du manque de ressources nécessaires pour effectuer le génotypage HLA, et dans un pays, comme on l'a vu dans l'Égypte, où ils n'ont pas pu pratiquer le test avec l'anticorps anti-endomésium. Une nouvelle simplification des nouvelles directives de l'ESGAN pourrait être faite en fonction des résultats préliminaires suggérés si de nouvelles études prospectives le confirment. Donc pour dire que l'on ne peut pas faire le HLA, on garde toujours la biopsie, les anticorps antitransglutaminase et la biopsie pour confirmer le diagnostic. Là, il y a une table récapitulative de tout ce qu'on vient de dire par rapport donc si l'histoire clinique elle est évocatrice, comme je vous ai dit, il faut faire le dosage des IgA totaux avec les dosages des antitransglutaminase A. Si l'IgA total et transglutaminase, IgA normal, transglutaminase négative, éliminer le diagnostic de maladie cœliaque. Si les IgA totales sont diminuées, on fait les IgG antitransglutaminase. Si les IgG antitransglutaminase sont négatives, on élimine le diagnostic de la maladie cœliaque. Dans le troisième cas de figure, on fait les IgA totales. Si les IgA totales ont un taux normal et les antitransglutaminases sont positives, à ce moment-là, il faudra compléter par les anticorps anti-endomésium, compléter par le HLA, le typage HLA, et faire, là, ils ont mis plus ou moins le diagnostic de biopsie duodénale. En traitement, le régime sans gluten dans la maladie cœliaque, vous le savez, c'est un régime sans gluten qui est strict à vie, qui permet de réduire significativement le risque de complications malignes, notamment de lymphome de l'intestin grêle, et améliore la plupart des manifestations extradigestives. Le régime sans gluten est discuté devant une maladie silencieuse découverte à l'occasion d'un dépistage sérologique. Dans la famille d'un cœliaque ou chez un malade à risque, diabétique ou autre, toutes les maladies à risque qu'on avait citées, il est discuté dans les maladies à risque. Donc il faudra considérer le sujet comme symptomatique qui va plaider en faveur d'un régime d'exclusion. On a constaté chez ces patients la discussion dans les familles à risque, donc le moindre signe, donc il faut surveiller ces patients et le moindre signe moindre signe clinique va orienter vers la maladie cœliaque, compléter les explorations et traiter par un régime d'exclusion sans gluten. Le régime sans gluten, faut-il ou pas le donner chez des patients asymptomatiques? Donc la question elle vous est posée. Des études qui ont été faites qui a permis d'améliorer la qualité de vie de ces patients renforcent la décision de poursuivre le régime à long terme. Et sachant que ces sujets asymptomatiques sont exposés aux mêmes complications que de la maladie cœliaque, les complications habituelles, à savoir les lymphomes et l'ostéopénie, ils doivent bénéficier d'un régime sans gluten qui est souvent difficile à faire accepter par ces patients. Compte tenu de l'absence des symptômes, faut-il ou pas le donner? Donc la question vous est posée. En conclusion, on peut dire que le diagnostic repose sur les éléments anamnésiques cliniques immunologiques
immunologiques et histologiques, que la sérologie constitue un outil de dépistage de diagnostic de grande valeur, notamment les IgA total et les anticorps antitransglutaminase, que le diagnostic positif repose sur la positivité de la sérologie et l'atrophie villositaire totale à subtotale, que le traitement repose sur l'éviction à vie du gluten, qui permet de freiner les complications néoplasiques et l'ostéopénie. Et la thérapie de la maladie, elle est la seule reconnue actuellement, c'est le régime sans gluten. Les thérapies émergentes, c'est les probiotiques, les vaccins contre le gluten, les inhibiteurs de transglutaminase tissulaire et les suppléments de glutinase enzymatique. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez-la sur Facebook. À très bientôt pour d'autres vidéos.